C'est bien connu, la liberté n'a pas de prix. Et pourtant, si, la liberté a un prix. Que serait votre libre arbitre sans une information réelle, sérieuse et alternative ? Votre liberté, c'est, entre autres, nos 375 heures d'émission pour les prochains mois. Pour ce faire, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Libéralisme des mœurs, politique migratoire, politique sanitaire, politique étrangère, vous savez bien que vous ne pouvez pas compter sur les médias de la désinformation pour vous forger une opinion. Pourtant, eux, ils ont votre argent. Alors pour une fois, choisissez où va une toute petite partie de votre argent. Et en plus, les 2/3 sont déductibles des impôts. Alors oui, la liberté a un prix. Chers téléspectateurs de TV Liberté, voici une nouvelle édition de Livre libre où j'ai le plaisir de recevoir le colonel Jacques Hoggard. Mon colonel, vous n'êtes plus dans les cadres de l'armée d'active. Oh non, depuis 22 ans déjà. Depuis 22 ans déjà, ouais. Mais vous avez fait une carrière même brillante. Vous êtes d'une famille de militaires, vous-même. Oui. Vous êtes né en 1955 à Saint-Mandé. Oui. Votre père... À l'hôpital Bégin, à l'hôpital militaire, voilà. À l'hôpital militaire. Voilà. Votre père était aussi un officier général. Oui. Et qui a eu aussi Mon père une carrière. était un officier de la génération... il a fait Saint-Cyr en 39-40. Oui. Et puis il a eu cette épreuve de la guerre, parce que prisonnier en juin 40 ou mai 40... transféré en Allemagne, 3 fois évadé, 3 fois repris, dont une fois à Paris, transféré finalement à Colditz, où il a terminé la guerre. Et donc quand il a été libéré, il a eu qu'une idée, c'est partir pour l'Indochine qui démarrait, voilà. Et où il a fait 3 séjours. Voilà, puis l'Algérie derrière. Vous êtes aussi petit-fils d'ailleurs d'un officier général. Et je suis petit-fils d'un autre officier général. Frère d'un général d'armée qui a été directeur des renseignements militaires, l'ex-sécurité militaire, ce qui a dû beaucoup amuser notre père du haut du ciel là-haut, parce qu'il avait eu quelques difficultés au mail à partir avec cette vénérable maison à l'époque de l'Algérie. Oui. Donc, les sigles changent. Hein. Voilà, Heureusement, votre publication comprend une liste des acronymes dont les militaires sont très friands. Oui. Je dois dire, ce qui permet de rendre leur cuisine absolument imperméable au Pékin, aux civils. Voilà, bon. Vous êtes même le neveu du général Pierre de Bénouville, que j'ai eu l'honneur de rencontrer d'ailleurs. Oui. Vous avez donc intégré l'école militaire interarmes, vous êtes devenu officier dans la Légion étrangère, vous avez été capitaine au 2e REP, alors pour les profanes, c'est le régiment étranger de parachutistes. Vous êtes donc parachutiste. Et progressant dans la hiérarchie, vous m'arrêterez si je fais une erreur, vous avez dirigé le bureau opération pour un certain nombre d'opérations extérieures. En 1992, l'opération Oryx en Somalie, l'opération Iskoutir à Djibouti. C'était quoi Iskoutir à Djibouti? Iskoutir, en fait, c'est l'interposition entre les rebelles du Nord, les Afars et les Issa, exactement. Les rebelles du Nord, Afars, francophiles et évidemment ceux qu'on n'a pas choisis pour l'indépendance, et les Issa, teintés de Somalie et pas très favorables à la cause française à l'époque.
Également l'opération Diapason au Yémen. Oui. Vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agissait ? Diapason, c'est l'évacuation en fait des ressortissants européens, français bien sûr, mais européens, dans ce pays livré à la guerre civile d'Aden, du Sud-Yémen, au moment où la bascule se faisait entre le Nord et le Sud-Yémen pour la énième fois depuis les années 60, puisque c'est pas nouveau. Mais j'ai été prêté comme officier opération à l'Indien, l'amiral commandant les forces maritimes de l'océan Indien, qui n'avait pas d'officier opération, donc on m'a prêté. Et c'est la première opération que j'ai faite en petit blanc, au carré des officiers pendant quelques jours. Pas que au carré des officiers quand même, hein, un peu aussi à la passerelle à donner des ordres et à coordonner les moyens. Mais c'était passionnant parce que c'est une opération totalement inédite pour moi. Bon, alors la marine vous a bien traité. Ah, mais la Royale et la Légion sont toujours bien entendues. Oui, c'est vrai, ce sont toujours bien entendus. Toujours très bien entendus. Voilà. Moi, je ne suis que lieutenant-colonel, enfin capitaine de frégate, je sais. Honoraire, bien sûr, de la Royale. Dans la marine nationale, mais je n'étais pas militaire d'active. Et puis alors, en 1994, l'opération turquoise au Rwanda. Oui. Alors là, c'est beaucoup plus... C'est une opération qui a duré 2 mois, très courte, sur un mandat de l'ONU que la France a obtenu au bout de 2 mois et demi, 3 mois de réclamation, pour faire cesser en fait les massacres abominables qui s'y déroulaient depuis le début avril, depuis l'assassinat en fait du président Habyarimana par celui qui est son successeur aujourd'hui et qui est encensé Paul Kagame, vous mettez en cause, que je n'aime pas beaucoup, pour tout vous dire, pour être très direct, voilà, et que je considère comme étant au-delà du drame du Rwanda. Alors Paul Kagame, c'est un Tutsi. C'est un Tutsi. C'est pourtant les Tutsis qui ont été massacrés au début. Absolument. L'histoire, il faut la regarder du point de départ jusqu'à l'arrivée. Je dirais, l'erreur que l'on fait en général sur le génocide du Rwanda en 1994, c'est de tout centrer sur 1994, ni avant ni après. Or, l'histoire, elle a commencé il y a des siècles, mais... L'histoire moderne, contemporaine, elle commence en 1959 avec la Toussaint sanglante, c'est-à-dire le règlement de compte qu'opère la masse des Hutus, 80% à peu près, sur les 20% de Tutsis, qui jusque-là ont été un peu les seigneurs, l'élément d'élite, si on peut dire, de la société rwandaise. L'aristocratie locale. Et là, il y a des massacres abominables, des horreurs abominables, qui contraignent une grande partie de ces Tutsis à partir à l'étranger. Paul Kagame en fait partie, il a 4 ans à l'époque, et il part en Ouganda avec ses parents. Il va grandir en Ouganda, d'où son anglophonie d'aujourd'hui. Anglophilie et anglophonie, parce qu'il parle le français, mais bien moins que l'anglais. Et il va être un des artisans de la conquête du pouvoir par Yoweri Museveni, l'actuel président ougandais. Il sera officier de l'armée ougandaise, colonel de l'armée ougandaise. C'est à ce titre qu'il fera l'école de guerre américaine à Fort Leavenworth quelques années auparavant, en 90, avec des officiers français, comme mon camarade Éric de Stavenrath, par exemple. Et qu'ensuite, il sera poussé dehors de l'Ouganda par Yoweri Museveni lui-même, qui les encourage à reprendre le pouvoir au Rwanda pour tout simplement se débarrasser de cette diaspora rwandaise qui pèse en Ouganda. Et on parle d'un véritable empire, d'ailleurs. Alors, les Tutsis d'abord, c'est notre ami Bernard Lugan qui les a bien décrits. C'est un peuple de... Vous partagez ces analyses? Ah oui, complètement. On a eu quelques divergences au départ, dans les années 94, et je dois rendre hommage à sa grande honnêteté intellectuelle et à son désir d'être toujours juste et de faire la part des choses. Et on est aujourd'hui totalement d'accord, je pense, sur l'analyse de ce drame. Alors pour nos amis téléspectateurs, je précise, Bernard Lugan, universitaire à l'université de Lyon. Nous étions collègues, historien, et à mon avis, un des meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Afrique. Je pense un des meilleurs africanistes français. On ferait bien de s'inspirer davantage. Absolument. Voilà. Et donc cette affaire, alors Kagame a pris le pouvoir, donc en 1994, à la faveur de ces événements. C'est lui qui a déclenché, à mon avis, l'apocalypse dont il avait besoin pour justifier sa prise du pouvoir. Indépendamment de tout critère démocratique comme nous l'entendons aujourd'hui en Europe, puisque il n'avait pas matière électorale, je dirais, à remporter quelque pouvoir que ce soit par les urnes. Donc il a imposé son pouvoir et il y est toujours. Mais surtout Kagame, pour moi,
non seulement le responsable des événements tragiques du Rwanda en 1994, mais de tout ce qui va suivre jusqu'à maintenant. Donc il y a le drame congolais d'aujourd'hui. Oui. C'est Kagame qui en est l'auteur, en fait. Oui. Des centaines de milliers de Hutus ont été massacrés à leur tour par les forces armées Tutsi de Kagame dans les années qui ont suivi, 80. Oui, parce qu'ils s'étaient réfugiés pour beaucoup au Zaïre, au Congo, ce qu'on appelle le Congo démocratique, excusez du terme aujourd'hui. Oui. Et donc, vous avez, au-delà de ça, des millions de Congolais qui ont été exterminés dans des conditions atroces. Et je pense, et ça continue aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle, dans la différence. Mais on a dit que les dirigeants congolais étaient en quelque sorte les fondés de pouvoir de Kagame. Oui, alors en ce moment, point, oui, c'est vrai. Kabila était une créature, si vous voulez, de Kagame, à travers son soi-disant père, mais il y avait une vraie filiation. Aujourd'hui, Tshisekedi, qui n'est pas un homme extraordinaire, et quand même, il y a des affrontements en ce moment. Ça chauffe un peu entre les Rwandais et les Congolais. Donc on verra, mais c'est la responsabilité des grandes puissances dans l'affaire des Grands Lacs est énorme. Je parle des États-Unis en particulier. Oui. Et la France s'est trouvée accusée après cette, y compris même de l'intérieur. Enfin, alors la France s'est trouvée au banc des accusés. Moi, tout de suite, je l'ai compris en 1994, dès le début de l'intervention. Quand j'ai vu, d'abord, j'avais jamais vu autant de médias me courir après. C'était très impressionnant. Oui. Et beaucoup de médias anglo-saxons, américains, britanniques, australiens, mais etc. qui accusaient la France de complicité avec le génocide. Je me souviens, une des premières. J'étais là depuis 3 jours. Je n'avais jamais mis les pieds au Rwanda, d'une question posée par un journaliste de TWN, de mémoire, me demandant si j'avais pas honte d'être au Rwanda pour y faire ce que nous y faisions, après ce que nous y avions fait. Et donc, je tombe... non, mais l'arrogance de la presse anglo-saxonne défie tout ce que l'on peut imaginer. Extraordinaire. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est là que j'ai quand même compris, concrètement, qu'il y avait des forces au travail, et ces forces au travail, on les voit encore aujourd'hui à l'œuvre, en Ukraine, et moi j'en suis convaincu. Oui. Et donc il faut, je pense que c'est... pour moi, ce sont des éléments marqueurs, le Rwanda puis le Kosovo, qui m'ont fait prendre conscience sur le terrain de la duplicité de nos fameux alliés et de ce nouvel ordre mondial. Et de ce nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger et dont l'OTAN est un outil armé. Aujourd'hui est devenu un outil armé, alors que dans mon enfance, l'OTAN c'était la liberté. C'était l'anticommunisme, c'était la garantie de nos... Moi j'ai critiqué le général de Gaulle dans ma jeunesse quand il avait décidé de retirer du dispositif militaire de l'OTAN, parce que ça paraissait comme un manquement à la solidarité du monde libre face à la menace communiste. 6000 chars campant à une nuit de route de nos frontières. Exactement. J'ai complètement changé, non pas de conviction, c'est au nom des mêmes convictions que je suis aujourd'hui. On revoit les choses un petit peu différemment. Je vois aujourd'hui les choses différentes. Oui, et alors, vous avez, pour dénoncer ces mensonges, prendre la défense de vos frères d'armes et rétablir la vérité, vous avez publié donc un livre, Les larmes de l'honneur, 60 jours dans la tourmente du Rwanda, que voici et qui est... chez le même éditeur, chez Hugo... disponible chez Hugo Doc. Hugo et compagnie, en fait, c'est Hugues de Saint-Vincent, qui est aujourd'hui malheureusement disparu il y a quelques années, mais dont le fils a repris la maison d'édition. Pardon ? Son fils, le fils de mon éditeur, Hugues de Saint-Vincent, a repris la maison aujourd'hui et continue à faire des livres d'actualité, et c'est cette collection particulière. Et alors, nous en arrivons à une autre mission qui sera très, très importante pour vous et qui a justifié la publication d'un autre ouvrage au titre, je ne dirais pas provocateur, mais enfin fort, L'Europe est morte à Pristina. Voilà, l'Europe est morte à Pristina, guerre au Kosovo, printemps-été 1999. En effet, en 1999... vous êtes un des responsables, peut-être le responsable même le chef du groupement interarmé
des forces spéciales. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Voilà. J'étais en même temps, à ce moment-là, affecté au commandement des opérations spéciales à Taverny. Et j'ai été désigné dès le mois de septembre 1998 comme responsable, comme traitant du dossier Kosovo qui émergeait. On voyait les premiers mouvements de foule, les premiers départs d'Albanais du Kosovo, les premières, etc. Et donc j'ai été désigné à ce moment-là, ce qui m'a amené à commander ensuite le groupement. Alors c'est un groupement interarmé composé de membres des forces spéciales. Alors il y a commandos marines, il y a des commandos marines, il y a des commandos de l'armée de terre, parce que le premier RPIMA, c'est-à-dire Régiment parachutiste d'infanterie de marine, comme beaucoup de Français ne le savent pas, l'infanterie de marine fait partie de l'armée de terre. Voilà, absolument. Il faut rendre à César ce qui est à César. Les mêmes compagnies de la mer de Richelieu, ancêtres des commandos marines et de l'infanterie de marine. Absolument. Voilà. Donc, et vous arrivez au Kosovo alors que ce pays a été déjà bombardé par l'OTAN. On y est arrivé avant. En fait, on y est arrivé dès janvier 99. On y a séjourné dans des conditions un petit peu rustiques et fraîches. Moi, j'avais plutôt l'habitude de climat plus tempéré. Et en mars... Et au moment du déclenchement des bombardements, nous sommes sur place. Voilà. Et j'ai même replié mon dispositif en arrière de façon à être à l'abri des tirs d'artillerie serbes s'ils advenaient. Et on est sur place. En fait, et on va suivre toute cette opération. Donc, on va rappeler pour nos téléspectateurs qu'en 1999, l'OTAN... organisation du traité de l'Atlantique Nord, jusque-là purement défensive, déclenche une guerre contre la Serbie, enfin qu'on appelle encore la Yougoslavie. République fédérale de Yougoslavie. Mais c'est la Serbie et Monténégro. Mais il n'y a plus que la Serbie, le Monténégro, puisque la Croatie, la Slovénie, la Macédoine sont devenues indépendantes. Pourquoi ? Parce qu'on reproche à la Serbie de persécuter les Albanais, qui de minorité sont devenus majorité. Les Albanais au Kosovo, population principalement musulmane au Kosovo, et notamment une organisation, l'UÇK, qui est le bras armé précisément de cette rébellion, de cette rébellion albanaise. Est-ce que cette intervention était vraiment totalement injustifiée ? Je me fais l'avocat du diable, parce que on voyait quand même à la télévision des Albanais qui paraissaient fuir l'avancée des troupes serbes, on va dire serbes pour faire simple. Ce qui est vrai, c'est qu'on est sur une ligne de fracture très ancienne. L'affrontement entre l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois ne date pas d'aujourd'hui, ni de l'époque exactement. Et on est bien sur une ligne de fracture entre monde chrétien, civilisation chrétienne et le monde musulman, en fait. Donc tout ça, c'est une histoire très ancienne, très contrastée, où je ne dis pas que les Serbes ont toujours été des anges. Ils sont les Serbes que je crois connaître bien aujourd'hui. C'est un peuple entier, c'est un peuple de paysans soldats, de poètes aussi. Mais c'est un peuple rude, c'est un peuple... Mais il en a les qualités. Il est entier, et donc il a aussi les qualités intrinsèque de respect de la parole donnée, de l'honneur, de la fidélité à un certain nombre de principes. Je dois dire que les Albanais auxquels j'ai été confronté sur place m'ont donné l'impression du contraire. Donc de manière générale, il y a évidemment des individus pour démentir dans chaque camp ce genre de propos un peu simpliste d'une certaine manière. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe au moment où on voit les caméras de télévision, c'est-à-dire en septembre 1998 ? Point de départ de ma mission, je commence à suivre le renseignement, j'allais dire jour par jour. C'est effectivement sous la pression serbe le départ, j'allais dire, de colonnes de civils albanais vers l'Albanie toute proche ou vers la Macédoine pour fuir
la reprise en main du Kosovo par l'État serbe. Par l'État serbe. C'est les derniers feux de Milosevic. Il se reconvertit de vieux crocodile communiste en nationaliste bon teint, en se disant qu'il a une carte à jouer. En même temps, je pense qu'il est relativement sincère dans cette partie, comme patriote, et il essaie de reprendre la main. Et ça fait partir. Et à ce moment-là, il faut se rappeler que l'UCK dont vous avez parlé a été créé en 96, donc 3 ans auparavant, que c'est une organisation jugée terroriste par les Américains avec leur fameuse liste des organisations terroristes, jusqu'en 1998, au moment des accords des négociations de Rambouillet qui n'aboutiront pas à des accords, mais qui aboutiront au contraire en début 99 à la manipulation de Ratchak, ce faux massacre organisé au Kosovo avec grand renfort de publicité pour que les médias occidentaux s'indignent du comportement absolument scandaleux de la police serbe au Kosovo, alors que tout est monté. Aujourd'hui, tout ça est clair. C'est l'époque des fameux plans fer à cheval que les Allemands dénoncent, et tout ça s'est révélé faux. Donc on est... Comme je le dis en préambule de ce livre, c'est Max Clow qui avait dit ça à l'époque, la guerre du Kosovo, c'est un exemple monumental de désinformation. Et c'est pas le seul, puisque la deuxième guerre d'Irak, c'était pas mal non plus. Absolument. Et Colin Powell agitant la fiole de Pipitja au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous prie, messieurs, je vais faire ma publicité, parce que votre livre m'a donné l'idée d'aller regarder ce que j'avais pu raconter à l'époque au Parlement je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut le faire. C'est très intéressant, mais voilà mon intervention. Je vais nous allons tous en profiter. L'infliger aux téléspectateurs. Je vais essayer de dire assez vite. Monsieur le Président, les actions actuellement menées contre la Serbie sont de toute évidence contraires au droit international. Elles sont politiquement condamnables. Elles bafouent impunément les droits de l'homme dont les initiateurs de cette agression ont la bouche pleine. Elles peuvent dégénérer au détriment de la sécurité de l'Europe et peut-être du monde. Elles sont d'évidence contraires au droit international. Tout d'abord, au droit international classique, qui veut qu'une guerre ne puisse être engagée qu'après avoir été déclarée, ce qui n'a pas été le cas. Que désormais le gouvernement des États-Unis d'Amérique se dispense de nous montrer les images d'archives du discours de Roosevelt après le bombardement de l'escadrille japonaise sur Pearl Harbor. Vous vous souvenez de la citation « Ce jour restera dans l'histoire comme un jour d'infamie » et tout cela parce que le secrétaire d'État américain, parfaitement informé, avait fait poireauter quelques heures dans l'antichambre l'ambassadeur japonais qui venait apporter la déclaration de guerre à seule fin de pouvoir, dans l'opinion publique américaine et internationale, profiter de l'indignation qui en résulterait. Aujourd'hui, que le gouvernement américain garde pour lui cette indignation, il y a eu beaucoup d'autres infamies et beaucoup commises à l'initiative du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Mais c'est également contraire de toute évidence à la Charte des Nations Unies, qui prévoit explicitement que l'usage de la force, hormis le cas de légitime défense, soit réservé aux autorisations du Conseil de sécurité, dont on s'est dispensé avec un cynisme incroyable, au mépris de cette loi fondamentale de la société internationale. On n'a pas demandé l'autorisation du Conseil de sécurité parce qu'on savait que le Conseil de sécurité ne l'aurait pas donnée. C'est également contraire à la charte de l'OTAN. Et là, on rejoint peut-être un certain nombre de sujets actuels. Absolument. C'est-à-dire au traité de l'Atlantique Nord, alliance purement défensive à l'origine, et que l'on transforme pour la circonstance en une alliance offensive qui intervient en dehors de sa sphère géographique, puisque la Yougoslavie n'a jamais fait partie du périmètre de l'OTAN. Voilà pour les violations du droit. En ce qui concerne la morale politique, elle n'y trouve pas davantage son compte, en encourageant la sécession des albanophones du Kosovo, qui n'ont pas toujours été exempts d'exactions. On justifie a posteriori ceux-là même que l'on veut condamner, et notamment le gouvernement Milosevic. Car si les revendications albanaises sur le Kosovo sont légitimes au nom des droits d'une minorité ethnique, alors Milosevic était fondé à réclamer pour la Serbie l'annexion de la Krajina croate, peuplée en majorité de Serbes, ou l'annexion d'une partie de la Bosnie, également peuplée en partie de Serbes. De deux choses l'une, où l'on se fonde sur les droits ethniques, mais à ce moment-là, chacun doit avoir évidemment sa part du gâteau, et il faut une conférence internationale pour redéfinir les frontières, ou bien, et c'est ma position,
l'on insiste sur le respect des frontières internationales comme un grand principe de sécurité dans les relations internationales, mais alors ce principe ne se divise pas. Enfin, on parle des droits de l'homme. On nous apitoie à juste titre sur le sort des malheureux réfugiés. Mais nous observons que ces réfugiés affluent massivement après l'intervention, après les bombardements massifs. Ou alors, si leur afflux était aussi important qu'on le dit avant l'intervention de l'OTAN, comment se fait-il que l'on n'ait rien prévu pour leur hébergement ? Dans cette affaire... Ah oui, c'est d'évidence que l'on n'arrête pas de nous bourrer le crâne. Dans cette affaire règne le mensonge, la propagande unilatérale, celle que nous avons connue dans d'autres circonstances. En réalité, il s'agit pour le gouvernement des États-Unis d'imposer leur protectorat à l'Europe. Il s'agit sans doute aussi pour M. Clinton, par un jeu vidéo sanglant, de faire oublier les fellations du bureau ovale. Comme homme politique, comme officier, j'ai honte aujourd'hui d'être européen. Voilà. Ça a fait un certain bruit dans l'hémicycle, mais... Je n'ai pas un mot à rajouter ou à enlever, donc je suis totalement en phase avec ce que vous aviez dit à l'époque. Mais alors... Vous avez tout résumé. Alors pourquoi cette affaire, je fais l'avocat du diable, qui est quand même localisée, oui. Vous fait-elle dire que l'Europe est morte à Pristina ? Alors, l'Europe est morte à Pristina, d'abord... C'est un peu provocateur, comme vous l'avez noté tout à l'heure, et c'est une réponse directe à l'expression larmoyante de Bernard Kouchner prenant ses fonctions à Pristina et disant « l'Europe est née à Pristina ». Ah ! Alors, ça c'est la première réponse du berger à la bergère. Ouais. Si vous voulez, ça m'a tellement insupporté et tellement révolté d'entendre ça dans la bouche de l'excellent docteur Kouchner que je me suis dit, si j'écris ce que j'ai à écrire sur cette petite page de ma vie, mais qui a été intense, alors j'emploierai exactement la formule contraire. Alors ce que je veux dire aussi, ça c'est le premier degré, mais au deuxième degré, je pense que l'Union européenne a montré sa faillite totale dans cette affaire. Oui, sans aucune indépendance. Sans aucune indépendance. C'est la première étape, comme vous le disiez tout à l'heure, où on voit l'OTAN. Alors je sais bien que Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a dit il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, peut-être plus, que l'OTAN et l'Europe, l'Union européenne, étaient les deux faces d'une même pièce. Alors, quand on s'est annoncé comme ça, vous ne vous étonnez plus après de voir une Ursula von der Leyen la main dans la main avec ces gens-là pour nous mener où ils veulent nous mener, et c'est insupportable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le traité de Lisbonne, qui est la Constitution européenne resservie autrement, eh bien, on fait référence explicitement à l'OTAN. Bien sûr, ce qui est pour moi scandaleux, en fait, parce que, comme vous le disiez très justement, l'OTAN, c'est face à l'Union soviétique, face au pacte de Varsovie, c'est 1949, le pacte de Varsovie qui est créé en 1953, 4 ans plus tard, qui est dissous au moment de la chute de l'Union soviétique et l'effondrement du mur de Berlin, mais on garde l'OTAN. Défensif, mais quelques années après, on l'utilise comme un outil offensif. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Ukraine, si ce n'est exactement la même chose? Alors ceci est un autre débat, naturellement, qui pourrait nous entraîner très loin. Et malheureusement, le temps nous est compté. En tout cas, merci beaucoup, mon colonel, d'être venu jusqu'ici. Merci de votre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Jacques Hoggard, L'Europe est morte à Pristina. Merci beaucoup. Merci beaucoup.